En 1914, éclate la Première Guerre mondiale. Encore une fois, le problème de la participation du Canada à une guerre de l'Empire va se poser, comme ça s'était posé avec la guerre des Boers. Cette fois, la participation à la guerre soulève peu de débats, car ce sont la France et l'Angleterre, l'ancienne et la nouvelle mère patrie, qui sont attaquées. Les forces canadiennes font preuve d'un grand courage au cours de combats qui comptent parmi les plus dévastateurs de toute la guerre. Le bilan du conflit sera lourd. Sur 620 000 hommes, 60 000 morts et 200 000 blessés. Nombreux sont ceux qui croyaient revenir et qui ne reviendront jamais. D'autres reviennent, mais à quel prix? Ces troupes décimées, il faut les remplacer. Le gouvernement intensifie le recrutement des volontaires. Toutefois, la propagande patriotique impressionne de moins en moins. Les volontaires ne seront pas assez nombreux et en 1917, le gouvernement fédéral impose la conscription. Ça ne plaira pas à beaucoup de Québécois francophones. Au printemps de 1918, à Québec, la protestation tourne au tragique entre l'armée et les manifestants. Les militaires font feu, il y a des blessés, il y a des morts. L'indignation du Québec est profonde. Il y a aussi un autre champ de bataille qui s'est développé. C'est celui des écoles de l'Ontario où on a voulu faire disparaître l'enseignement français. Plusieurs Québécois vont dire que le vrai champ de bataille pour l'avenir des Canadiens français, c'est en Ontario et non pas en Europe. Il va y avoir à ce moment-là une opposition très forte entre les francophones et les anglophones du Canada. Pendant la Première Guerre mondiale, on veut galvaniser les foules, on veut les inciter à prendre part au conflit. Et pour y arriver, on mise à fond sur la fidélité envers la France et la fierté du peuple canadien. En 1910, il y a un journaliste anglophone de Montréal qui va se souvenir que c'est le 250e anniversaire de la bataille du Long-Sault. Et il va donc demander pourquoi les Canadiens français, si nationalistes, ne portent pas un culte à Dollard des Ormeaux et à ses compagnons qui ont perdu la vie à ce moment-là pour sauver peut-être la colonie. Aussitôt, les mouvements nationalistes récupèrent le personnage et Dollard des Ormeaux devient, dans les années 1920, le grand héros. Une autre conséquence de la Première Guerre mondiale, c'est l'augmentation sensible du nombre de femmes qui travaillent à l'extérieur de chez elles. Dans les usines, on va leur confier des tâches qui, jusque-là, étaient occupées par des hommes. Une étude montre qu'à Montréal, en 1918, 2300 femmes travaillent dans les chemins de fer, le ciment, l'acier et même dans les usines d'armement. Dans ce dernier secteur, elles reçoivent entre 50 et 80% du salaire versé aux hommes pour les mêmes tâches. Il apparaît de plus en plus normal qu'une femme puisse gagner un salaire en dehors de chez elle si elle est célibataire. Mais les discriminations vont quand même se multiplier. Quand l'imbécilité des démocrates éclate dans le monde entier, ce n'est pas le temps d'ajouter au corps électoral 600 000 grands enfants de sexe féminin, très charmants sans doute, mais dont 599 500 sont en politique encore plus ignorants que nous. La guerre de 14-18 a obligé la société à changer ses idées sur les femmes. Parce qu'il s'est produit des choses. On oublie à quel point ces choses-là ont eu une importance. Les femmes ont coupé leurs cheveux. Les cheveux courts. Ça, c'est une transgression absolument extraordinaire. À la même époque, il y a des troupes aussi bien françaises que québécoises qui font le tour des villes pour présenter des spectacles. Les pièces qu'on joue, la plupart sont tirées du répertoire français. Il y a bien quelques créations québécoises, quelques créations canadiennes, mais elles remportent peu de succès, sauf peut-être après les années 1920, avec une pièce qui met en scène une petite fille qui est martyrisée par sa belle-mère, par une marâtre. C'est Aurore, l'enfant martyr.
Cette pièce-là va être jouée des milliers de fois et attirer des milliers et des milliers de spectateurs. Le gouvernement, lui, ouvre un bureau de censure dès 1912 qui contrôle les écrans et impose des restrictions d'âge. Les premières salles de cinéma sont la propriété de Canadiens français. Mais à partir de 1920, ce sera des compagnies américaines qui vont commencer à gérer et à posséder les cinémas. Ce qui signifie que les films américains seront de plus en plus nombreux sur les écrans. On peut aussi voir certains films français. Comme il n'y a pas encore de long métrage produit au Québec, les Québécois voient les autres sur l'écran mais ne se voient pas eux-mêmes. Par contre, dans beaucoup de films, ils ont droit à une image stéréotypée fabriquée par Hollywood. Pour Hollywood, le Canadien français porte toujours de beaux pantalons. Il a un tempérament de chaud latin. C'est un coureur de bois fourvoyé dans le XXe siècle. C'est au Québec qu'est apparue la première station radiophonique au monde, XMA, qui va devenir CFCF. C'était en 1918. 4 ans plus tard, le quotidien de la presse ouvre sa propre station radiophonique, CKAC. En 1923, il y avait au Québec entre 2000 et 3000 appareils radio. Mais il y en avait probablement beaucoup plus que ça, mais c'était des appareils clandestins. Car à cette époque-là, il fallait payer au gouvernement fédéral une taxe de 2 $ par année pour avoir le droit d'avoir un appareil radio. Au programme, des nouvelles, des sketchs, du théâtre, de la musique. Il y a donc eu une grande culture de la musique par les femmes ici dans la province de Québec. Et je pense que c'est dû aux religieuses, ce sont elles qui sont les premières professeurs de piano. Du côté des beaux-arts, chaque grande congrégation a sa religieuse qui est peintre, qui a un studio, qui a des élèves, et parfois même ce sont des laïcs qui viennent fréquenter les cours de ces religieuses qui sont extrêmement célèbres. Il y a donc une initiation aux arts, à la musique, par les religieuses. Malgré une certaine prospérité engendrée par la Première Guerre mondiale, la misère existe quand même dans beaucoup de milieux. Pour lutter contre cette situation, on va mettre sur pied l'œuvre de la goutte de lait pour venir en aide aux familles indigentes. L'hôpital Sainte-Justine, destiné uniquement aux enfants, rend d'immenses services. En 1914, la ville de Montréal commence à filtrer l'eau potable. Elle ouvre des dispensaires dans plusieurs quartiers défavorisés au cours des années 1920. Le nombre des infirmières qualifiées augmente de façon importante. Les épidémies étaient nombreuses. Rappelons qu'en 1885, à Montréal, une épidémie de variole va faire 3000 victimes. En 1918, il y a une autre épidémie qui va frapper le Québec. 1,5 million de Québécois vont souffrir de la grippe qu'on appelle la grippe espagnole.
il y aura des milliers de morts. Pour la seule ville de Montréal, on en dénombre 3000. À ce moment-là, on va fermer les lieux publics. Plus de messes le dimanche, plus de cinéma, plus de danse. Même les magasins vont avoir des horaires particuliers pour éviter que les gens se retrouvent en trop grand nombre dans les transports publics et se communiquent la maladie. Là où la médecine n'offre pas de solution, on espère que Saint-Joseph, la Vierge Marie ou Sainte-Anne de Beaupré en apporteront une.